Je me présente, je suis Céline Bourgeois, donc coordinatrice pour le 77 de l'association AFEP, l'association française pour les enfants précoces. Ça va dérouler, ça va pas aller. Nous avons la joie de pouvoir avoir avec nous 3 intervenants qui sont Françoise Collin de l'association Phobie Scolaire, qui vous parlera juste après moi de la problématique phobie scolaire. Florence Le Gall, qui est praticienne en neurofeedback, qui vous expliquera qu'est-ce que c'est, comment ça peut aider, etc. Et enfin, notre galant homme, Philippe Blanchard, sophrologue, qui vous expliquera aussi en quoi la sophrologie peut aider dans le quotidien. Ah bah c'est intéressant ce que je raconte. Voilà. Alors, la présentation, voilà, c'est de quoi va-t-on parler aujourd'hui. On a 2 heures, on va essayer de tenir le timing. Voilà le plan. Alors, l'association, je vous fais une petite présentation courte de l'association l'AFEP que je représente, parce que certains sont membres le connaissent, d'autres ne le sont pas, ne connaissent pas. L'association française pour les enfants précoces est une association de loi 1901 et son but est d'aider les familles, d'aider les enseignants, d'aider le personnel soignant dans les écoles à reconnaître, identifier et accompagner le haut potentiel. Que propose l'association ? Des permanences téléphoniques dans toute la France. On est une association nationale, mais organisée en antenne régionale. Je vous ferai un petit peu la présentation de la Seine-et-Marne tout à l'heure. On propose donc des groupes de parole, des conférences comme aujourd'hui, des colloques, des groupes de travail avec le ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'est notre présidente qui s'en charge. On a une équipe pédagogique qui s'occupe de former et d'informer les personnels des écoles, que ce soit le personnel médical, que ce soit les enseignants eux-mêmes. Donc, on a de quoi faire. Donc, l'association en Seine-et-Marne, c'est donc 4 bénévoles. On en a 3 ici présentes, donc en ma personne. Karine, qui s'occupe de faire le lien entre les associations de parents d'élèves sur la ville de Ponto, et Gaëlle, qui est notre Madame Méthodologie, formatrice de sa profession, et qui fait le lien, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, comment apprendre à apprendre, qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on apprend, et je vous invite à la fin à lui poser plein de questions sur cette problématique, parce que c'est un point qui est très important. Comment apprendre à apprendre. Nos enfants à haut potentiel ne savent pas. Ça leur tombe dessus comme une douche. Ils sont douchés par des informations et par un savoir, et ils ne savent pas d'où ça vient. Et à un certain moment dans leur carrière de collégien, oui, c'est souvent au collège que ça commence à pêcher, en 6e, en 4e, au lycée, après, qu'est-ce qui se passe, comment, j'ai le résultat, mais je ne sais pas l'expliquer, enfin voilà. Donc, comment apprendre à apprendre la méthodologie. Alors, en Seine-et-Marne, il y a environ un groupe actif d'une 50aine de familles. Et pour la Seine-et-Marne, c'est quand même un gros département. On est en nombre d'adhérents environ tous les ans, 2000 sur le territoire national. Pour vous donner l'importance de l'association, ça fluctue d'une année sur l'autre parce que certains, les enfants grandissent, donc ils quittent l'association, mais d'autres arrivent parce que les enfants sont petits, donc voilà. Nous avons à votre disposition une liste de 30 praticiens, que ce soit psychologues, graphothérapeutes, psychomotriciens, etc., j'en passe, qui peuvent être mis à votre disposition pour aider vos enfants. Voilà. On en arrive au vif du sujet. Je fais un petit peu plus vite. Notre but aussi est de faire le lien avec l'éducation nationale. On travaille de main dans la main avec l'éducation nationale, vraiment comme une équipe. Je vous remets ici le site educscol.education.fr où vous pouvez trouver des textes très intéressants sur comment le haut potentiel est reconnu maintenant auprès de l'éducation nationale,
comment les enseignants sont formés et informés, c'est-à-dire quelles sont les directives qu'on leur donne sur le haut potentiel en particulier. Le haut potentiel a été reconnu comme un besoin spécifique, enfin, des enfants avec des besoins spécifiques que très récemment. Donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour reconnaître, identifier et former tous ces enseignants au haut potentiel. La mission Flash, c'est un groupe de travail qui a été mis en place là très récemment. C'est pour vous dire que les choses bougent en ce moment. En janvier 2019, un état des lieux sur qu'est-ce que nos enfants EIP ont besoin. Voilà, la mission Flash en 8 points. Comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces enfants à haut potentiel, de quels outils on a besoin. Donc ça s'adresse en priorité aux enseignants, au personnel accompagnant, donc ça peut être les psychologues scolaires, ça peut être l'infirmière scolaire. L'idée étant, les 4 points forts, c'est former l'équipe pédagogique, parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne savent pas faire avec les enfants au potentiel pour la plupart du temps. Améliorer le suivi des élèves. On a déjà des outils, je vous en parlerai juste après, on a déjà des outils pour accompagner les enfants à besoins particuliers, qui sont le PAP, le PAI. Vous avez déjà entendu parler de ces mots-là. Donc c'est généraliser les dispositifs qui ont déjà fait leurs preuves, donc ces fameux PAP, PAI, etc. et les donner, les mettre à disposition de nos enfants à haut potentiel. Alors dans cette grande maison, je reviendrai sur les PAP, PAI, tout ça après. Dans cette grande maison qu'est l'éducation nationale, vers qui on se tourne quand on est un enfant à haut potentiel ou quand on a un enfant à haut potentiel. Les principaux acteurs qui nous intéressent sont là. On a le psychologue scolaire, le médecin de l'éducation nationale. En Seine-et-Marne, on a quelqu'un qui est très dynamique, qui est très bien. Donc n'hésitez pas à chercher ses coordonnées. Si vous ne les trouvez pas, vous nous les demandez. L'assistante sociale de l'éducation nationale, le directeur d'école, l'équipe éducative, parce qu'ils ne sont pas tous formés, mais on gage quand même qu'ils sont de bonne volonté. Donc il ne faut pas hésiter à leur soumettre le problème, le chef d'établissement, le conseiller principal d'éducation. Et notre, comment dirais-je, notre référent départemental, Jean-Christophe Conneau, c'est quand même monsieur EIP sur le département. Il est donc à l'inspection académique. C'est lui qui forme les enseignants au potentiel. C'est un homme qui connaît son sujet sur le bout des doigts, qui est accessible. Je vous invite à noter son adresse. Si vous avez un souci avec un établissement scolaire ou si vous avez un souci de mise en application d'un PAP, d'une adaptation particulière, je vous invite vraiment à lui écrire, à lui soumettre votre souci et il va réagir. Et il intervient, il fait le lien entre vous, l'établissement scolaire, éventuellement il nous renvoie à nous pour trouver un psychologue, pour trouver un psychomotricien, etc. Donc voilà. Les différents dispositifs qui sont à votre disposition quand on a un enfant à haut potentiel, ou pas, parce que c'est mis à disposition pour tous les enfants. On a le PAI qui relève quand même du médecin scolaire quand on a un problème plus médical, pathologique avec nos enfants. Le PPS concernant le handicap, plus le handicap. Ensuite, le PAP, les troubles de l'apprentissage. Donc là, on va retrouver tous nos enfants un petit peu 10. Et enfin, le PPR. Tout ça, vous trouvez le détail sur EduScol, le site que je vous ai donné tout à l'heure. Hein, vous trouvez tous les détails, à qui ça s'adresse, comment on met en place, etc. Il est important de bien identifier le problème pour pouvoir trouver la solution qui s'adapte le mieux au problème. Alors, nos enfants à haut potentiel, qui sont-ils? Parce qu'on parle de tout ce qui les accompagne, mais en fait, qui sont-ils? Je vous ai fait ici un petit... J'ai trouvé ça sur le site papapositif.fr. C'est un site qui est très intéressant. Vous pouvez piocher tout un tas de publications et de textes qui nous éclairent sur le sujet.
On dit de nos enfants, par exemple, il est dans la lune. Bah non, il n'est pas forcément dans la lune, il est inspiré, il est imaginant, il est en train de travailler dans sa tête. On dit qu'il est hyperactif, il est insupportable. Non, pas forcément. Il a de l'énergie, il est dynamique, il est vivant, il bouge. Bon, il utilise son corps. Il est timide. Ah, peut-être que celui-ci, par contre, il est plus réfléchi, il est plus dans l'observation, etc. Donc ça, c'est toutes des idées reçues ou des jugements, merci, que l'on attribue à nos enfants, alors que quand on parle de façon un petit peu plus positive, déjà ça permet une première reconnaissance. On commence déjà à ouvrir notre champ de vision et à les voir comme ils sont autrement. Donc ils fonctionnent différemment dans leur fonctionnement affectif, dans leur fonctionnement cognitif et dans leur fonctionnement cérébral. C'est mesuré par des IRM, ça a été montré. On parle de matière grise et de matière blanche. Pour un enfant à haut potentiel, la matière grise et la matière blanche ne sont pas constituées de la même façon au niveau de l'épaisseur, au niveau de la qualité de la matière, ne sont pas constituées de la même façon qu'un enfant normal. C'est-à-dire que cela permet des connexions neuronales beaucoup plus rapides, d'une qualité bien plus grande, et ce qui explique leur foisonnement intellectuel. Une pensée en arborescence, on y est. C'est-à-dire que c'est des enfants qui peuvent avoir 5 pensées au quart de seconde. Ils passent du coq à l'âne, mais sans aucun problème. C'est leur mode de fonctionnement. Et nous, derrière, il faut qu'on suive et il faut qu'on attrape toute la matière qu'ils nous donnent. Il faut qu'on réponde ou pas. Voilà. Donc, c'est des enfants qui sont hyperesthésiques, hypersensibles. Hyperesthésiques, c'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité aussi dans leur corps. Ils peuvent avoir une ouïe hyper développée, ils peuvent avoir une vision hyper développée ou alors un sens de l'odorat hyper développé. C'est des enfants XXL en fait. Vous prenez un enfant, mettez une grosse loupe, ça augmente toute leur capacité, leurs sensations, et on a un enfant à haut potentiel. Donc, il s'exprime forcément après de façon XXL. Voilà, ça c'est un cerveau. Comment il s'exprime? Leur connexion neuronale leur permet de faire passer les informations d'un côté à l'autre à une vitesse incroyable, alors qu'un enfant normal va faire de façon séquentielle. On parle de fonctionnement séquentiel ou on parle de fonctionnement en arborescence. En règle générale, on a un esprit plutôt matheux, ou alors on a un esprit plutôt artistique, etc. Donc on ressort de là une façon d'être à la vie. Nos enfants à haut potentiel, ils sont hyper rapides dans leur fonctionnement. Ils ont des fulgurances. C'est pour ça que, par exemple, en mathématiques, ils vont avoir le résultat est juste, mais ils ne savent pas d'où il vient. Quand il va y avoir une explication de texte, ils vont avoir la démonstration et effectivement le ressenti de l'auteur, mais ils ne savent pas expliquer d'où ça vient. C'est à cause de leur fulgurance, c'est-à-dire que leur cerveau fonctionne comme une Ferrari à 200 à l'heure dans les deux sens et on ne sait pas les arrêter. Il faut simplement aider les enfants à ralentir pour qu'ils puissent prendre conscience du chemin que fait leur cerveau, et c'est là où Gaël intervient, c'est la méthodologie. Il faut leur faire prendre conscience que leur cerveau, quand ils sont face à un exercice, quel qu'il soit, passe par des séquences, et on leur fait redécouper les séquences pour qu'ils puissent être plus en adéquation avec les codes de la société, et notamment à l'école. Parce qu'à l'école, on ne leur demande pas seulement un résultat, mais on leur demande souvent une démonstration, et c'est là où ils sont en échec, où ils peuvent être en échec. Alors,
très brièvement, parce que ça je pense que déjà vous avez pu le voir dans les bilans psychométriques de vos enfants, la courbe de Gauss, donc ça nous amène à parler des tests, ce qui est très important, les tests psychométriques, puisque c'est par là qu'on commence à identifier et reconnaître nos enfants. Plus on est à gauche, plus on est face à une capacité intellectuelle faible, et plus on est à droite, plus on est face à une capacité intellectuelle haute. Nos hauts potentiels, ils se trouvent là où il y a le 2,5%. 2,5%, c'est-à-dire, ça représente l'occurrence, c'est-à-dire le nombre de cas par rapport à un pourcentage de population. Donc autant vous dire qu'ils sont en marge, ils sont en décalage. Ils n'ont pas le mode de fonctionnement que la majorité des gens ont. Et c'est ce qui fait qu'ils sont dans la difficulté. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir parler de phobie scolaire, parce que leurs codes, à eux, sont en décalage par rapport à la majorité. Et ils ne sont pas compris. Les aider à se reconnaître, à comprendre comment ils fonctionnent et à s'adapter aux codes de la société, les aider va faire en sorte qu'ils vont ne plus être des proies aux manipulateurs, ne plus être dans des cas de phobie scolaire, parce qu'ils vont pouvoir s'adapter un petit peu plus. On leur demande de faire un pas vers notre monde, et en même temps, l'Éducation nationale travaille pour faire un pas vers leur monde. On essaye de rassembler un petit peu, de regrouper ces deux mondes pour que la communication passe mieux. Alors, juste pour vous expliquer, quand vous êtes avec un enfant au potentiel, vous ne savez pas par où on commence, etc. On commence par le faire tester. Alors, les tests reconnus par l'Éducation nationale sont le Wellshare ou le KABC. Le Wellshare, donc on a le WIPSI pour les 2 à 6 ans, le WAIS pour les adultes et le WISC pour les 6 à 16 ans. On en est à l'occurrence numéro 5 pour le WISC, c'est pour vous dire comme quoi les choses avancent et les choses changent. La dernière occurrence a été faite en octobre 2016. Donc on a rajouté ces 2 indices-là dans les mesures en fait. Donc on mesure maintenant le visuospatial et on mesure la liste de raisonnement fluide. Avant c'était fait différemment. Donc on affine la façon dont on les identifie. Le KABC, c'est pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans. L'avantage du KABC par rapport au Wellshare, c'est que ça peut être appliqué à un enfant qui n'est pas francophone. Il n'y a pas le problème de la langue, puisqu'on utilise en fait d'autres codes, d'autres moyens. Donc pour les enfants qui ne sont pas francophones, eh bien, c'est quand même super intéressant. Sinon, le Wellshare ne les aidera pas à les identifier. Donc, si vous avez le cas, sachez qu'il y a une solution. On commence donc par tester nos enfants. On est suivi par un psychologue. Et on les aide à travailler leur confiance en soi. Parce que ces enfants sont, comme je vous expliquais, en marge, ils sont en décalage. Et du coup, forcément, ça attaque leur confiance en soi chaque jour un petit peu plus. Le fait d'être en décalage, le fait de ne pas être compris, de ne pas être reconnu. Donc on travaille sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, on travaille avec une pédagogie positive. On ne parle pas d'efforts. Un enfant au potentiel fait des efforts tout le temps. Sachez que depuis le moment où il se lève jusqu'au moment où il se couche, et même quand il s'endort, il fait des efforts. Il fait des efforts pour s'adapter. On ne travaille pas sur la notion d'effort, mais on travaille sur la notion de progrès. On s'attache sur quelque chose qui est concret, c'est-à-dire, tu as eu 16 en maths, c'est super, quand même, tu aurais pu faire un effort, et pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils ont la capacité, et nous les parents, on est un petit peu comme ça, on dit quand même, tu aurais pu faire un effort. Ils ont fait l'effort déjà de faire l'exercice, et en plus de répondre aux questions, et ils ont eu 16, quoi, finalement. C'est en progrès par rapport à la dernière fois. C'est bien, tu as répondu à toutes les questions. On s'attache à la notion de progrès. Et même à la maison. La chambre n'est pas rangée. La chambre est comme ça, sans dessus-dessous. Moi je vais te demander un petit effort. Non. Ça serait bien que tu progresses dans le rangement de tes chaussettes, tu vois, parce que ça serait bien qu'on
On essaye de leur donner du concret et ne pas les décourager par rapport à l'effort qu'il y a à faire, parce qu'ils en font déjà beaucoup. Et l'effort, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte aussi qu'ils aillent mieux? On essaye de les entourer d'un cadre bienveillant. Monsieur Pono, le référent du 77 dont je vous parlais tout à l'heure, parle d'une maison sur pilotis qui représente en fait l'autorité parentale et puis l'autorité de l'école. L'enfant à haut potentiel va passer son temps à taper dans les pilotis pour tester, pour savoir si la personne qu'il a en face vaut la peine ou est compétente. Il le fait de façon complètement inconsciente, mais c'est pour le rassurer. Quelqu'un qui n'est pas compétent en face de lui va l'angoisser. C'est pour ça que parfois, certaines relations avec les professeurs se passent mal, parce qu'en face, l'enfant n'a pas trouvé l'écho de la compétence qu'il attend. Ou alors il n'est pas reconnu dans sa compétence. Eh bien, il va faire la même chose avec ses parents. Il va taper dans les pilotis, il va taper dans l'autorité parentale pour tester, pour vérifier que l'autorité parentale est bien assise, que la maison sur pilotis est bien solide et que lui, dans ce cadre-là, il peut s'épanouir et il n'a pas à être angoissé par éventuellement une survie si jamais ses parents sont défaillants. Donc ça, c'est quelque chose de très important, de pouvoir être sûr que votre autorité est là. Vous avez à la donner et à la mettre en place dans un cadre bienveillant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'autoritarisme brut et pur de nos parents ou de nos grands-parents, mais on est dans une autorité, un cadre bienveillant. Monsieur Pono parle de cadre bienveillant. On développe leur leadership, c'est-à-dire qu'on va les inciter à prendre par exemple la responsabilité d'être délégué de classe, puisqu'ils ont plein de choses à donner, puisque leur cerveau passe par des phases extraordinaires, on leur donne à expérimenter leur leadership. Par exemple, être responsable du club d'échecs de l'école. Et ça leur donne des responsabilités, ça travaille la confiance en soi, ils prennent de l'assurance et ils sont en train de prouver que finalement ils sont capables de faire des choses et de ne pas être en échec par rapport à un prof qui n'a pas compris son résultat ou qui n'a pas reconnu que lui il avait compris et qu'il fallait passer à autre chose. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les aider en plus de tout ça? On a des activités extrascolaires qui peuvent être aidantes, mais on commence déjà par recadrer les choses. Donc on fait attention au sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les enfants à haut potentiel. Ils sont XXL, rappelez-vous l'image de la Ferrari dans un corps de 2 chevaux. La Ferrari, elle consomme et son énergie, il la dépense à 100%. Il vide les batteries. À la fin de la journée, il va dormir. L'enfant à haut potentiel, il est vidé. Et quand il dort profondément. Ça a été étudié également. Le sommeil paradoxal, le sommeil de l'enfant à haut potentiel n'est pas le même que le sommeil d'un enfant normal parce que la qualité du sommeil, la profondeur du sommeil est différente. Donc il est extrêmement important que cet enfant ait le moyen de recharger ses batteries. On essaye de faire en sorte d'éviter les sucres et les colorants et les choses comme ça. Parce qu'il y a eu aussi des études là-dessus qui montrent que ça aide à développer l'hyperactivité et ces enfants sont déjà super dopés. Donc, essayez de faire attention à ça, à une alimentation qui soit aussi saine que possible. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est toujours bien de le redire. On s'entoure de gens positifs, on se fait confiance. Les gens positifs, c'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui vont juger votre méthode d'éducation. Ce ne sont pas des gens qui vont dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il est mal élevé cet enfant, mais tu ne peux pas faire quelque chose ». Ça fait mal. On fait ce qu'on peut déjà. On essaye de s'entourer et de mettre à distance les gens qui sont toxiques. C'est compliqué, mais c'est un bien pour votre vie de famille. On en arrive aux techniques, aux pratiques, quand on a passé déjà tout ce général. Donc,
j'ai mis le rugby. Le rugby, c'est important et c'est un des sports collectifs les plus intéressants pour les enfants au potentiel parce que ce sport, dans ce sport, chaque praticien, chaque joueur, chaque sportif a un rôle important. Au football, on peut avoir des échappées individuelles, au vélo, on peut avoir des échappées individuelles, etc. Au rugby, chacun fait partie d'un tout et on a besoin de ce tout pour avancer. Ça, c'est quelque chose qui est très constructif pour eux. Le Qigong, le Tai Chi, la méditation, le yoga, ça, vous devinez pourquoi, ça permet de reprendre conscience de son corps, ça permet de reprendre conscience du moment présent, de les recentrer dans l'instant T, parce que comme ils sont foisonnants d'idées, ils sont toujours dans le passé, oui mais si j'avais fait ça, ils sont dans le futur, oui mais il va se passer ça. On essaye de les calmer et de les recentrer dans le moment présent pour les s'apaiser et pour pouvoir s'ouvrir à plus d'apprentissage possible en fait. La musique, le chant, le théâtre d'improvisation, c'est extraordinaire pour les petits enfants qui sont un petit peu qui sont un peu timides, qui sont un petit peu dans l'introversion. Ça permet de leur faire jouer un rôle et du coup de s'ouvrir et de se sentir capable de faire des choses. Et enfin, on arrive aux techniques professionnelles. Mon temps de parole va être fini. On va arriver à nos intervenants. On a la graphothérapie, la psychomotricité, l'orthophonie, la méthodologie, le neurofeedback. Ah, qu'est-ce que c'est donc? Et la sophrologie. Juste une chose par rapport à la graphothérapie. Nos enfants au potentiel ont souvent des problèmes de pince, des problèmes de psychomotricité, de motricité fine. Avant d'aller chez un graphothérapeute pour travailler l'écriture et la pince, on commence par faire un bilan psychométrique. Et souvent, le travail en psychomotricité peut aider déjà à la pince. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la graphothérapie. C'était une petite parenthèse par rapport à cette technique. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Françoise Collin, de notre association partenaire, on va dire, la phobie scolaire, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et voilà, je vous remercie. Merci.